De retour sur le plateau de l'Africa Newsroom, parmi nous sur le plateau, notre éditorialiste Lucien Pambou, également notre invité, monsieur le ministre Damantan Camara. Donc vous êtes ministre de la formation professionnelle et de l'emploi et porte-parole du gouvernement guinéen. Nous a rejoint également sur le plateau Assimi Diallo. Vous êtes chargé de mission politique publique auprès de l'AGFI et membre du Conseil national des jeunes guinéens de France. Bienvenue. Tout de suite, le dossier du jour. Le développement de tout État est tributaire de la compétence de sa population. Partant de ce principe, le gouvernement guinéen s'est lancé dans une modernisation du secteur de l'enseignement supérieur avec pour objectif premier la professionnalisation des filières. Un reportage que vous propose notre envoyé spécial en Guinée à Folaké, Oyin-Loye, commenté par Nicolas Kekel. Selon les statistiques actuelles, environ 65% de la population guinéenne est analphabète. Un regard sur les années antérieures permet de mesurer le chemin parcouru par la Guinée en matière d'éducation. Au lendemain de l'indépendance en 1958, le jeune État s'est tourné vers un enseignement de masse, à la place de l'enseignement destiné à l'élite. L'introduction des langues nationales comme support d'enseignement, l'isolement du pays ont pendant plus de 2 décennies porté atteinte à la qualité de l'éducation. Toutefois, les défis nouveaux en termes d'amélioration de la qualité pour un nombre accru d'apprenants passent nécessairement par des politiques éducatives exécutées de manière participative et inclusive. Ce à quoi s'attelle l'actuel gouvernement. Ces dernières années, l'enseignement supérieur en Guinée est en pleine mutation et s'est enrichi d'universités d'offres de formation. Le cercle des universités s'est élargi à travers l'ouverture de nombreuses écoles supérieures de formation dans le secteur privé. Il faut maintenant rebâtir peut-être une nouvelle université guinéenne qui, sans couper avec la première, mais va amplifier et développer sa relation avec la nation, sa relation avec l'État, sa relation avec le pays. Bâtir l'université guinéenne pour une Guinée émergente. Le concept de l'émergence est extrêmement fort, ce n'est pas qu'un mot, c'est vraiment un processus. Et l'université, au sens large de ce terme, c'est-à-dire l'enseignement supérieur et la recherche scientifique, doivent être au cœur de ce processus d'émergence. Fanta est étudiante en 2e année de journalisme à l'ISIC, l'Institut supérieur de formation et de communication, une école supérieure. Il y a quelques années, cette offre de formation n'existait pas dans le pays. Il fallait, pour les étudiants passionnés de journalisme, un exil académique. La jeune fille apprécie la formation reçue. Comparativement aux années précédentes, je pense que l'éducation universitaire évolue. Parce que de nos jours, nous voyons que beaucoup a changé avec le système LMD. Avec les nouvelles technologies aussi, les étudiants s'accrochent et la formation est rapide en quelque sorte. Dans le système LMD, l'on s'auto-forme. L'on ne peut pas attendre le professeur venir nous donner tout en classe. Il donne l'essentiel. Et dans ça, nous sommes obligés de faire des recherches. Alors l'engagement de tout un chacun est attendu. Créé en 2009, l'Institut de journalisme offre plusieurs filières de formation, notamment la communication institutionnelle, le journalisme, la communication des entreprises. Des offres de formation jusqu'ici quasi inexistantes en Guinée. Les écoles supérieures du pays sont encore jeunes. Leurs systèmes académiques sont pour la plupart calqués sur le système LMD, licence, master, doctorat. Une architecture basée sur 3 grades, la licence, le master et le doctorat, avec une organisation des enseignements en semestre et unités d'enseignement. Ce standard implique que désormais les apprenants doivent se prendre en charge dans la formation. Les enseignants deviennent des facilitateurs. Cela suppose naturellement qu'il faut créer des conditions optimum pour que cet apprentissage soit rendu possible. Nous avons un corps enseignant vieillissant, ce qui pose aussi une des problématiques de l'enseignement supérieur. Et c'est pourquoi l'État est en train d'encourager aujourd'hui la formation des formateurs, la formation dans les masters et dans les doctorats pour qu'ils reviennent dans le système éducatif et continuent à former les gens. L'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, également connue sous le nom d'université de Conakry, est l'université la plus importante du pays. Construite en 1962, elle a formé des millions d'étudiants guinéens. Pour se moderniser au fil du temps, l'université a dû s'adapter au système LMD. L'université publique Gamal dans la ville de Conakry forme également des journalistes. Les sciences économiques et juridiques, filières standards, sont disponibles. Des cours théoriques, souvent non accompagnés d'une immersion en entreprise, sont dispensés aux étudiants.
Mais aujourd'hui, l'enseignement supérieur public prend une autre tournure en se consacrant à la formation professionnelle. Elle prépare davantage les apprenants à la dure réalité de l'emploi. Les programmes du système LMD ont été conçus de commun accord avec les sociétés qui utilisent ou les sociétés et entreprises qui utilisent nos produits. Donc, bien entendu que les programmes sont adaptés aux besoins de formation de ces sociétés. Mais comme je disais dans mon intervention, il y a une pléthore d'étudiants. Il n'est pas tout à fait aisé que tous ces étudiants trouvent de l'emploi à leur sortie. Mais quand même, le taux de placement varie d'un programme à un autre. Le taux de placement est très faible, compte tenu aussi du taux d'industrialisation faible du pays. Mais je crois que c'est des choses qui seront corrigées à la longue. L'accroissement des effectifs et l'ouverture de nouveaux établissements nécessitent une modernisation du système éducatif. Ainsi, les universités guinéennes pourront se conformer aux normes internationales. La qualification du corps professoral et l'amélioration du niveau en français sont autant d'armes dont le système éducatif supérieur guinéen compte se munir pour favoriser l'insertion socio-professionnelle des diplômés. Le gouvernement guinéen compte sortir des sentiers battus de la formation supérieure en valorisant la formation professionnelle. L'université, au sens large de ce terme, c'est-à-dire l'enseignement supérieur et la recherche scientifique, doivent être au cœur de ce processus d'émergence. Non seulement pour l'accompagner, mais même pour l'anticiper, le dynamiser et lui donner forme et contenu. Donc c'est d'abord ça, la première réforme. Cette année, je crois que nous allons pouvoir inaugurer 5 ou 6 amphis dans différentes institutions, quelques dortoirs à l'Abbé. Nous allons poursuivre l'effort de mettre en place des forages. Vous voyez, des choses basiques qui n'étaient plus là et qu'il faut maintenant mettre progressivement en place. Le ministère de l'Enseignement supérieur en Guinée encadre et contrôle la création d'universités dans le secteur privé. Il veille sur la délivrance des diplômes reconnus par le CAMES, le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. Par ces mesures, la Guinée espère former les cadres de demain et les acteurs de son développement durable. Alors, Monsieur le Ministre, je vais me tourner vers vous en premier. Donc, priorité à quel enseignement aujourd'hui, actuellement, en Guinée? De quoi a besoin la Guinée? C'est d'abord faire de telle sorte que notre enseignement colle à la réalité du marché et à nos différents objectifs de développement. C'est la professionnalisation des filières et c'est une réalité qui n'est pas propre à la Guinée, qui rejoint les préoccupations de beaucoup de pays africains, de beaucoup de pays en général, et qui mérite d'être adressée parce que c'est le véritable enjeu de ce siècle, c'est le véritable enjeu d'un pays comme le nôtre qui se développe, qui doit faire face à de nombreux projets de développement, notamment dans les mines, dans l'agriculture, au niveau des infrastructures. Et donc, ces compétences techniques qui manquent tellement sont à rechercher et à pourvoir. Donc, c'est d'abord la professionnalisation. Et pour arriver à ça, mon collègue que vous avez vu tout à l'heure, Teliwel Diallo, met en place un système de professionnalisation, d'assurance qualité, à travers 5 pôles de développement que nous allons développer, peut-être qu'on aura l'occasion de les développer plus tard, dans différentes régions, afin d'aller du côté de l'industrie minière, de l'économie minière, ensuite de l'environnement. Suivant les régions, vous allez développer tel ou tel enseignement. C'est très simple. Bokeh, qui a déjà une école supérieure en matière de mines, va adresser la question du développement minier, de l'économie minière. La région de la Forêt, qui a un très fort potentiel environnemental, va développer le pôle environnement. Farana, ça va être le développement agricole. Kankan, qui a une tradition en matière de culture et de patrimoine historique, va développer les sciences sociales et fondamentales. Et enfin, l'Abbé pour les sciences techniques. Alors, ce sont des projets qui sont très avancés en termes d'études. Voilà, on a entendu votre homologue, votre collègue, donc Monsieur le ministre Diallo, dire que depuis les années 90, il y avait en quelque sorte un gel du recrutement des fonctionnaires. Mais ça n'est pas très encourageant pour les étudiants. On est tout à fait d'accord avec vous. Le gros défi auquel nous avons été confrontés, c'est d'abord combler cet énorme passif dont nous avons hérité en 2011, qui faisait que pratiquement plus d'investissements significatifs avaient été faits dans le domaine de l'enseignement, construction d'écoles, d'amphis, que ce soit pour l'enseignement technique, l'enseignement supérieur. C'était exactement la même chose. Absence de recrutement, liée au fait que de moins en moins l'enseignement
est attractif pour des jeunes. On vient à l'enseignement par défaut. Et aujourd'hui, l'un de nos défis, c'est de faire qu'un maximum de personnes, de jeunes, s'adonnent à l'enseignement, qu'il soit supérieur ou intermédiaire. Mais par rapport au recrutement aujourd'hui, c'est-à-dire que si ces jeunes vont s'inscrire dans les écoles, vont s'inscrire dans les départements régionaux dont vous avez parlé, et qu'à la fin il n'y ait pas de débouché, qu'est-ce qui va les encourager à suivre cet enseignement? Ou à rester tout simplement en Guinée? Alors, l'objectif, c'est bien entendu qu'il y ait des débouchés. D'abord parce que le marché, parce qu'il y a de la croissance, parce qu'il y a de l'emploi. Ensuite, parce qu'il y a une industrie, un environnement au niveau administratif qui permet de résorber toute cette masse de jeunes qui chaque année sortent de notre système et qui ne trouvent pas d'emploi pour le moment. L'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, effectivement. Mais déjà, quand vous prenez uniquement l'industrie minière, vous prenez environ la dizaine de projets miniers qui sont en gestation, c'est quand même entre 52 000 et 150 000 emplois directs. Ne serait-ce que les hôtels, c'est à peu près 3 500 emplois directs. Donc nous avons déjà un potentiel d'absorption de notre masse de jeunes qui sortent de notre système suffisamment intéressant pour que le système tel qu'il est soit valorisé et mis en conformité avec les besoins du marché de l'emploi. Ça demandera plus d'efforts pour adresser des questions beaucoup plus pérennes. Alors je vais me tourner vers vous, Assimiou Diallo. Est-ce que vous pouvez me faire un état des lieux aujourd'hui de la situation de l'enseignement en Guinée? Très bien. Et à mon avis, aujourd'hui, la situation de l'enseignement, il ne faut pas commencer par l'université. On termine par l'université pour être embauchable, employable et travailler pour le compte de son pays. Aujourd'hui, c'est à la base, à mon avis. Il faut repartir de la base. Il faut que les politiques, que les 3 ministères qui s'occupent de l'enseignement de manière générale essayent de se mettre autour de la table, avoir une politique harmonisée et une politique concertée. Pourquoi je dis ça? On ne peut pas former des citoyens uniquement au niveau supérieur, au niveau de l'université. Il faut qu'on professionnalise les gens au fur et à mesure, c'est-à-dire... C'est-à-dire que l'orientation doit être faite à partir du lycée. À partir du lycée. À partir du lycée. Aujourd'hui, il y a des choses qui se mettent en place, notamment l'instauration à partir de cette année de l'anglais comme langue obligatoire à partir du collège. C'est quelque chose qui a souligné. C'est quelque chose qui est positif. Mais il y a 10 ans, il y a eu un recrutement massif pour combler justement cette crise de manque d'enseignants. Ils ont recruté des enseignants, je ne dirais pas n'importe comment, mais des enseignants mal formés, formés en vitesse. On ne peut pas former un enseignant en 9 mois. C'est-à-dire que vous craignez qu'ensuite, que ce ne soit pas que les diplômés ne soient pas en adéquation avec les réalités du marché. Complètement, ça c'est un premier niveau. Un deuxième niveau, il y a un manque de formation des enseignants eux-mêmes. Aujourd'hui, on ne peut pas mettre en place un système LMDE, licence, maîtrise et doctorat, et demander à un diplômé de niveau licence de former quelqu'un qui va faire un master ou un doctorat. Ce n'est pas possible. C'est dû à un manque de compétences. Il y a un manque de compétences au niveau des enseignants, ça c'est sûr. Il y a une politique qui a été amorcée, l'instauration du système LMDE, qui n'est pas aboutie aujourd'hui. Le gouvernement en place essaye, tant bien que mal, d'envoyer certains étudiants dans les universités privées. D'envoyer ces étudiants dans des universités privées, mais au-delà de ça, ne se pose pas la question des enseignants qui sont recrutés par ces universités privées-là. Alors, on va se retourner vers Monsieur le ministre pour lui demander donc, de vous répondre. Oui, c'est un diagnostic tout à fait réel et qui nous préoccupe d'ailleurs d'autant plus. C'est vrai que pendant trop longtemps, le recrutement, soit il ne s'est pas fait, soit il s'est fait sur des bases totalement inappropriées, avec un manque de rigueur dans la sélection. Ce qui fait que, par exemple, lors du dernier recrutement qui a été fait, nous avions besoin, je parle simplement de l'enseignement préuniversitaire pour le moment, de 2000 candidats. Il y a eu environ 5 à 6 000 candidats. Nous n'avons pu en recruter que 1200, tellement le niveau n'était pas en adéquation avec ce que nous demandions. Donc c'est un véritable défi. Et le véritable problème du niveau
de la formation, c'est d'abord celui des formateurs. Et effectivement, en ce qui concerne l'enseignement technique, je suis en train d'en recruter 500. J'espère pouvoir arriver à une masse critique de 500 qui seront capables de former ceux qui vont venir. Donc ça, c'est un problème. Est-ce que la solution, elle ne vient pas également au rapatriement de la diaspora guinéenne qui est à l'étranger? Et donc à leur offrir des postes et donc des qualités de vie en tout cas. Oui, tout à fait, sachant que l'enseignement, malheureusement, n'a pas suffisamment d'attractivité tel qu'il est aujourd'hui. Ça demanderait qu'on déploie d'autres moyens, sachant que les priorités d'un État comme le nôtre qui sort de plusieurs années de crise sont diverses et multiples. Mais on peut considérer que c'est une destruction créatrice, c'est-à-dire détruire de l'argent, perdre de l'argent d'un côté, mais essayer de le récupérer en l'amortissant par des compétences qui seront bien formées. Je suis tout à fait d'accord, on est en train de se livrer à un arbitrage budgétaire comme on le fait en Conseil des ministres, mais je suis d'accord avec vous. Après, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Je vous l'ai dit, nous étions d'abord sur des fondamentaux, et vous avez écouté mon collègue de l'éducation tout à l'heure, adresser des questions aussi simples que déjà avoir des infrastructures qui permettent d'accueillir et les étudiants et les formateurs. Purger notre système scolaire d'un certain nombre de tares qui étaient par exemple qu'on avait 40 000 étudiants fictifs que nous payons, pour lesquels nous payons des bourses et qui n'allaient nulle part. Donc ce sont ce genre de choses qui plombent les perspectives, qui font qu'on est obligé d'abord d'adresser des questions basiques avant de se projeter et de pouvoir venir sur des fondamentaux. Mais je vous le dis, ce sont des questions qui sont pertinentes, que nous sommes en train d'adresser, le recrutement, la formation des formateurs en partenariat avec des institutions comme le PNUD, l'Agence française de développement et d'autres. Alors je vais me tourner vers Lucien, notre éditorialiste. Oui, Khadija, vous avez évoqué la destruction créatrice de Schumpeter, justement, effectivement. Et le cas s'applique, puisque ici le système éducatif peut être considéré comme une organisation. Bien. À partir de là, M. Diallo, c'est bien ça, M. Diallo, Monsieur le ministre et le ministre Diallo ont fait, à mon avis, une lecture très précise dans le diagnostic. Il y a une feuille de route, il y a une méthode. Ce qui manque, me semble-t-il, mais le ministre a apporté déjà un début de réponse. Ce qui manque, c'est l'approche microéconomique du problème. En effet, il y a une répartition, bien entendu, le ministre l'a dit, d'un certain nombre d'organisations à travers tout le pays. Bien, maintenant, ce qu'il faudrait, c'est obliger, pour qu'il y ait une sorte d'adéquation entre le marché du travail, le marché de l'emploi et le système éducatif, il faudrait que la Guinée, et c'est valable pour la Guinée, mais aussi pour d'autres pays, il faudrait que la Guinée oblige, dans les contrats signés avec les grands opérateurs économiques, dans le domaine des mines, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine d'exploitation du bois, qu'il y ait des clauses, effectivement, d'apprentissage des savoirs et des savoir-faire. Donc de transfert de technologie interne. Il ne faudrait pas simplement que l'on utilise ces Guinéens-là qui ne sont pas formés, puisque c'est un des problèmes. Ils ne sont pas pour la plupart formés. Il ne faut pas simplement qu'on les utilise simplement comme force de travail ici pour répondre aux besoins des investissements. Donc ça, c'est un premier point. Il y a un autre point. Lucien. Rapidement, un autre point sur la formation, effectivement, des professeurs. Je pense que c'est un problème de longue haleine qui concerne pas simplement la Guinée, mais l'ensemble des systèmes éducatifs en Afrique, bien entendu. Monsieur Diallo a raison de dire que c'est pas parce qu'on crée LMD, licence master, que finalement on arrive à l'objectiviser. Je crois que c'est un travail lent, mais il faut féliciter quand même la Guinée qui prend conscience. Il n'y a pas beaucoup de pays qui prennent conscience. Maintenant, ce qu'il faudrait, c'est l'approche microéconomique. Je vais vous donner rapidement, Monsieur Diallo, le mot de la fin, ainsi qu'à Monsieur le ministre. Alors, déjà sur l'aspect convention avec les bailleurs, comme on dit naturellement, aujourd'hui la France a une politique orientée avec la Guinée, le Canada a sa politique, les États-Unis a sa politique, la Chine a sa politique, toujours dans le cadre d'un système éducatif. Est-ce que c'est possible ça? Il faut avoir une politique lisible et cohérente avec les pays entre guillemets donateurs et aussi en interne, il faut que les ministres essayent et que le gouvernement essaye d'avoir une politique concertée, une politique qui va de la prise en charge de l'enfant en première année de l'école primaire jusqu'à l'université. Donc une politique à long terme, Monsieur le ministre, votre réponse? Et nous sommes tout à fait en phase avec cette approche-là, puisque justement nous initions régulièrement, au moins tous les premiers vendredis du mois, des rencontres sectorielles entre tous les ministres de l'Éducation pour justement définir les priorités, avoir une démarche holistique par rapport à cette question de l'éducation. Et je veux rassurer M. Pambou, nous sommes effectivement dans cette démarche où, dans le cadre des partenariats publics-privés, nous incitons de manière assez rigoureuse ceux qui investissent en Guinée à investir dans la formation des ressources humaines dont ils auront besoin. Donc c'est dans le cadre d'une politique générale et
Pour aller plus loin dans cette harmonisation, nous prévoyons des états généraux de l'éducation courant 2014 qui permettraient peut-être d'avoir beaucoup plus de lisibilité, beaucoup plus de cohérence dans notre manière de gérer cette question de l'éducation. Alors, madame, on va mettre fin à ce débat. Je vais vous rappeler les principaux titres de l'actualité continentale à retenir. Au Mozambique, escalade des tensions entre le pouvoir et les anciens rebelles de la Renamo. Depuis des mois, ils avaient ouvert les hostilités avec l'attaque de certains postes officiels. Le président Armando Guebuza appelle la Renamo au dialogue. En Tunisie, 2 principaux partis d'opposition ont annoncé leur retrait du processus de dialogue national après le refus du gouvernement de démissionner. Ils se sont ravisés. Le Premier ministre Ali Lahaïd s'est engagé dans une lettre à présenter sa démission une fois que le dialogue national aura abouti. Assimiou Diallo, donc je rappelle que vous êtes chargé de mission en politique publique auprès de la GFI et vous êtes également l'ancien président du Conseil national des jeunes Guinéens de France. Merci d'avoir accepté de participer à cette émission. C'est moi et on soumet aujourd'hui devant tout le monde qu'il y a une réflexion au sein du Conseil national des associations des jeunes Guinéens de France en cours, parce qu'il y a des doctorats parmi nous, donc organiser cette politique de retour des diplômés et des porteurs de projets de la France vers la Guinée. Donc c'est une réflexion qui est en cours. On souhaite, on espère travailler avec l'ensemble des forces de Guinée. Nous allons marquer une courte pause dans l'Africa Newsroom. Restez avec nous. Après la pause, direction le Sénégal avec les conclusions de la 17e session des chefs d'État de l'UEMOA. A tout de suite.